Bonjour chers amis, nous allons poursuivre le module sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH en abordant ce jour le dernier chapitre intitulé « Prévention de l'infection au virus de l'immunodéficience humaine ». Comme vous le savez, la prévention de l'infection à VIH repose sur un certain nombre de stratégies dont le but est d'éviter la transmission de la maladie à un individu sain. L'ensemble de ces stratégies peuvent être regroupées en trois groupes, subdivisés en trois groupes essentiels. Les mesures générales, les mesures spécifiques et les mesures universelles. Mais en réalité, toutes ces mesures concourent à l'objectif qui permet de ne pas transmettre la maladie à un sujet sain. Et donc, ces mesures sont parfaitement intriquées. Au sujet des mesures générales, nous allons parler au premier point de l'abstinence. L'abstinence s'adresse déjà au sujet jeune que vous êtes et consiste à éviter d'avoir des rapports sexuels jusqu'au mariage. Ah oui, ça vous fait sourire. Mais évidemment, c'est possible aujourd'hui parce que plusieurs organisations de la société civile et religieuse s'investissent dans le domaine et prônent l'abstinence, c'est-à-dire la virginité, le fait de rester vierge jusqu'au mariage sur les jeunes filles, par exemple, et donc par conséquent sur les jeunes gens. Et une fois le mariage contracté, les deux membres du couple doivent pouvoir être fidèles l'un envers l'autre. On parle de la bonne fidélité, une fidélité réciproque. Mais avant de faire ce mariage, il est important que les deux se fassent dépister pour l'infection à VIH. Le dépistage doit être systématique et ça permet aux deux individus de s'engager en tout état de connaissance, de façon libre et consentante. Et le dépistage, lorsque c'est fait et l'un des membres du couple est séropositif, ça ne veut pas dire que le mariage ne peut pas être fait. Mais ça veut dire simplement que celui qui est infecté doit pouvoir prendre contact avec les structures sanitaires et sera mis sous traitement. Et aujourd'hui, évidemment, on peut vivre avec l'infection à VIH comme si de rien n'était. J'y reviendrai plus tard. Toujours dans ce chapitre de mesures générales, nous pouvons parler des accidents d'exposition au sang. Les accidents d'exposition au sang, on peut les subdiviser en deux groupes. Un premier volet qui s'adresse à la communauté et qui consiste à empêcher le partage de tout objet tranchant, pénétrant ou coupant. Vous pouvez imaginer aisément le partage des rasoirs, des lames, des tondeuses, les aiguilles pour les tissages chez les coiffeuses, par exemple, et d'autres moyens que vous connaissez aisément, surtout les femmes, les pédicures, les outils de pédicure et de manicure. Et donc, il est vivement conseillé à chaque membre de la famille d'avoir son matériel individuel à usage personnel et de ne pas le partager avec d'autres. À plus forte raison avec d'autres, même en dehors de sa famille. Ces mesures permettent de ne pas être exposé au sang d'autrui, qui est un grand facteur de risque de l'infection à VIH. Mais toujours dans ce chapitre d'accidents d'exposition au sang, il y a le deuxième volet qui est vraiment spécifique au personnel de soins ou en milieu de soins. Il s'agit d'accidents d'exposition au sang qui peut survenir lors de l'administration de soins à un malade. Par exemple, vous êtes agent de santé, vous avez fait une injection à un malade, vous avez oublié de bien éliminer l'aiguille ou la seringue, et par accident, ça vous blesse. Ça, c'est un accident d'exposition au sang en milieu de soins. Cet accident, il faut le comprendre, ce n'est pas que les agents de santé qui en sont victimes. Le patient aussi peut en être victime. Et donc, il va falloir prendre des mesures d'asepsie, de décontamination, de stérilisation du matériel
et de vigilance nécessaires pour éviter la survenue de ces accidents en milieu de soins. Mais lorsque, malgré tout ce que vous faites, ces accidents surviennent, alors on fait ce qu'on appelle la chimioprophylaxie post-exposition. Ça consiste à quoi? Ça consiste à donner des médicaments, surtout les antirétroviraux pour ce qui concerne le VIH, pour que, même si du fait de cet accident, l'intéressé a été exposé au virus, qu'il ne contracte pas la maladie. Et cela se fait dans des centres ou auprès des points focaux qui existent au niveau de chaque structure sanitaire, et il suffit de prendre contact avec eux le plus tôt possible, c'est-à-dire avant la fin des 48 premières heures suivant l'accident. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que l'accident ne concerne pas que le personnel soignant, mais le malade aussi peut en être victime. Et la source peut être un agent de santé. Toujours au chapitre des mesures spécifiques, nous allons parler à présent du traitement des infections sexuellement transmissibles. Alors, les infections sexuellement transmissibles concernent les autres maladies qu'on peut contracter du fait d'un rapport sexuel. Et j'espère que vous le devinez déjà aisément. Je vais parler des infections avec écoulement urétral, des infections avec écoulement vaginal et des infections avec ulcération génitale. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes des infections avec écoulement urétral ou vaginal? Très bien. La gonococcie, communément appelée chaude-pisse. La chlamydiose, donc infection à chlamydia trachomatis. Et quelques-unes des infections à ulcération génitale, s'il vous plaît. Bien sûr, la syphilis, l'herpès génital, le chancre-mou. Merci. Alors, comprenez que ces infections font le lit du VIH-Sida. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une ulcération, lorsqu'il y a un écoulement vaginal ou urétral, cela entretient une réaction inflammatoire locale qui conduit à l'afflux de cellules immunitaires au niveau génital, ces cellules immunitaires étant la cible privilégiée du virus de l'immunodéficience humaine et donc va favoriser la contamination du sujet. C'est pourquoi il faut les dépister systématiquement et les traiter chez tout individu présentant des symptômes d'infection sexuellement transmissible. En dehors de ça, la circoncision. Bien sûr. Ah oui, ça vous fait sourire, mais oui, parce qu'au Bénin, évidemment, c'est presque systématique que les hommes soient circoncis. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays africains. Encore moins au-delà de l'Afrique. Et donc, il a été constaté, plusieurs études ont été consacrées à la circoncision et qui ont prouvé qu'elle permet de réduire le risque de contracter la maladie chez les hommes circoncis jusqu'à 60% des cas par rapport à un homme non circoncis dans les mêmes conditions. Mais pourquoi? La circoncision consiste à enlever le prépuce, qui est un tissu bien vascularisé et rempli de cellules immunitaires. Et donc ça offre, c'est une muqueuse qui offre une grande surface d'échange, puisque ça se déplie, ça se replie, donc une grande surface d'échange et de cellules immunitaires qui vont favoriser la pénétration du virus. Et vous n'êtes pas sans savoir, que cette muqueuse fait toujours l'objet de micro-ulcérations et de réactions inflammatoires qui peuvent faciliter aisément la transmission du virus du sida. Et donc, en dehors de la circoncision, nous allons parler du PrEP. Le PrEP fait partie des mesures spécifiques. Le PrEP, voilà, ça fait partie des mesures spécifiques qui s'adressent à des individus non encore infectés par le VIH, mais qui courent un haut risque d'exposition à la maladie. Il s'agit par exemple des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et donc cela consiste à cadrer les rapports sexuels en leur donnant deux molécules combinées en un comprimé bien efficace contre le VIH-Sida. On parle souvent du Truvada. Mais ça, c'est des spécificités
que nous n'allons pas bien décrire ou bien détailler dans ce cours, simplement parce que le Bénin, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas opté pour la prévention pré-exposition. Donc, pré-exposition, il s'agit des individus qui ne sont pas encore infectés, mais qui prennent des ARV dans le but de ne pas contracter la maladie. Et cela ne se conçoit que dans le contexte où ces individus sont fortement exposés au risque. Mais cette mesure seule ne suffit pas. Il faut l'associer à d'autres mesures comme l'utilisation de préservatifs. En dehors de ça, nous allons parler de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. C'est toujours au chapitre des mesures spécifiques. Et cela consiste à éviter qu'une mère malade ou infectée par le VIH transmette cette maladie à son enfant. Cela est capital parce qu'un enfant, aucune famille ne veut avoir un enfant malade. Et lorsqu'une mère traîne une grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas pour avoir finalement un enfant infecté par le VIH. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il s'agit de faire deux choses. De dépister systématiquement toute mère, toute femme enceinte, lorsqu'elle prend contact avec une formation sanitaire. Mais elle doit le faire, et le plus tôt possible, pour pouvoir bénéficier de ce test VIH. Et lorsqu'elle est positive au VIH, elle doit être mise immédiatement sous traitement antirétroviral dans le but d'atteindre une charge virale indétectable, et cela minimise ou pratiquement réduit à zéro le risque d'infection chez son enfant. Nous allons parler à présent du TASP. C'est en anglais, c'est Treatment as Prevention. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut traiter tout individu infecté par le virus de l'immunodéficience humaine le plus tôt possible, dès la connaissance du statut, sans aucune condition préalable. Vous savez, les critères d'éligibilité ont suffisamment évolué et aujourd'hui, il n'y a plus de critères pour mettre en place le traitement antirétroviral chez un individu reconnu séropositif. Le seul critère, c'est de pouvoir faire un test qui se révèle positif. Et cela a un avantage certain. Et ça constitue aujourd'hui un moyen de prévention de la maladie. Puisque si nous arrivons à traiter tous les malades infectés par le VIH à ce jour, et que tous ces malades atteignent l'objectif principal du traitement antirétroviral, qui est d'avoir une charge virale indétectable, vous convenez avec moi que ça va réduire considérablement le risque de transmission de la maladie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça suit, je peux continuer? Très bien. Alors, le dernier moyen, c'est bien évidemment le condom. Oui, ça vous fait sourire. Je suis bien d'accord avec vous. Mais le condom reste l'un des principaux moyens de lutte contre le VIH-Sida. Le condom, à toutes les occasions, à chaque occasion et à tout temps et à chaque moment, de rapport sexuel. C'est un moyen efficace, prouvé par plusieurs études, et d'ailleurs, je vous dirai plus tard que c'est peut-être l'un des principaux moyens dont nous disposons aujourd'hui, qui ont prouvé leur efficacité pour lutter efficacement contre le VIH-Sida. Le vaccin contre le VIH. Alors, retenez qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin efficace. Alors, quand je parle de vaccin dans le sens d'injecter des anticorps ou des produits dans le but d'éviter de contracter la maladie. Plusieurs essais cliniques sont en cours, mais à la date d'aujourd'hui, on n'a encore aucun vaccin efficace contre le virus de l'immunodéficience humaine. Mais moi, je peux vous dire que nous avons quand même des vaccins. Les 3 principaux vaccins qui existent à la date d'aujourd'hui, si je sors du contexte évidemment étymologique du mot vaccin, moi je peux vous dire les principaux moyens qui permettent aujourd'hui de contrôler l'infection à VIH et d'éviter de le contracter se résument à ces 3 moyens mesures dont je vous ai déjà parlé. Le dépistage. Tout individu doit se faire dépister systématiquement
indépendamment de son statut clinique, de la présence ou non de signes. Et il faut surtout le faire lorsqu'on est encore bien portant. C'est le but et c'est la nouvelle stratégie qui doit permettre de contrôler l'infection à VIH aujourd'hui. Et donc, je vous recommande de faire systématiquement, tout au moins une fois chaque année, votre test VIH. Le deuxième moyen, c'est de traiter systématiquement tout individu infecté par le VIH, le TASP. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'une des stratégies phares parce que ça va permettre de conduire tous ces individus à une charge virale indétectable et de réduire considérablement l'incidence de la maladie dans la population générale et dans les populations spécifiques. Et après, l'utilisation du condom. Le condom, chaque fois, toutes les fois, accessible, disponible, à tous les coups, à tous les goûts, et donc, n'hésitez pas. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai prévu pour vous en matière de prévention du VIH-Sida, et je vous remercie pour votre aimable attention, et j'attends vos questions pour aller peut-être dans les détails que vous souhaiterez. Je vous remercie.